Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va, ça va, ça va. Je suis dehors, j'essaie un peu d'apprécier le temps. Quand je vous montre, voilà. C'est un peu la vue que j'ai et tout le reste. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de la vie aux États-Unis une fois que vous venez, une fois que vous avez votre visa, vous avez votre, votre ticket. Quand je parle de ticket, je parle du billet d'avion et vous allez venir aux États-Unis. Mes félicitations, vous avez accompli quelque chose de très courageux et surtout une entreprise qui a beaucoup de risques. Venir étudier aux États-Unis a beaucoup de risques. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de votre installation. Je ne sais pas si c'est un mot français, ça fait longtemps que je parlé français. Aujourd'hui, je vais parler de qu'est-ce qu'il faut faire pour vous installer bien aux États-Unis dès votre premier jour. Si vous vous inscrivez par nous, par China Capital, nous allons venir vous prendre. Même avant de venir vous prendre, nous allons sécuriser un appartement qui est près de votre établissement. Comme ça, lorsqu'on part vous chercher, parce qu'on viendra vous chercher à l'aéroport, vous serez déjà en mesure de venir vous installer dans votre appartement. Et le plus souvent, ce que l'on fait, c'est que les appartements là, on essaie de trouver des colocataires américains ou des colocataires qui viennent du même continent pour que vous puissiez vous aider sur la langue, vous accommoder tout le reste. Et lorsque l'on vient vous prendre et on vous installe dans votre appartement, je crois 2-3 jours qui suivent, le plus souvent le lundi vous irez à l'école de langue pour faire votre école, pour faire vos cours. Soit vous allez faire l'école de langue, soit vous allez passer un test. Et ce test-là, en fait, va déterminer si vous pouvez commencer les cours directement ou si vous pouvez aller à l'école de langue, passer 3-4 mois et ensuite avoir le test. Il faut que je sois très clair parce que souvent il y a cette confusion-là entre l'école de langue et le test. Le test en question, c'est le TOEFL. C'est un test pour l'anglais comme second langage. C'est ce que ça signifie. Et alors, la plupart du temps, lorsque vous obtenez ce test-là, vous pouvez le faire soit à l'extérieur des États-Unis ou à l'intérieur des États-Unis. Une fois que vous l'avez, vous êtes en mesure de rentrer directement et commencer les cours universitaires. Mais si vous ne l'avez pas, une fois sur place ou bien à l'extérieur des États-Unis, vous pouvez toujours opter à faire l'école de langue pendant 3-4 mois pour essayer de vous habituer à la langue, au rythme de la langue et tout ça. Et ensuite, vous passerez le test et par là, vous allez commencer vos cours. Et lorsque vous allez commencer vos cours, je conseille toujours à mes clients de commencer les cours dans un community college. Community college, c'est un collège communautaire. Ils sont plus petits, les classes sont de 20 à 25 étudiants et le professeur est approchable. Ce qui est différent de l'université, parce que l'université, ce sont des amphithéâtres, vous êtes à 100-200 élèves et si vous ne connaissez pas comment les universités américaines fonctionnent, vous pouvez vous perdre facilement. Donc je conseille toujours aux gens d'aller dans des community college parce que les community college c'est plus petit. Vous avez un support système, c'est-à-dire que vous avez un système autour de vous qui vous aide à vous améliorer, à repérer vos lacunes et à les combler. C'est pourquoi je conseille toujours les community college. Et aussi pour le prix, les community college sont moins chers. Vous allez dépenser entre 2 à 3 500 le semestre. 2 à 3 500 le semestre, c'est à peu près 1 million, 2 millions de francs CFA. Donc c'est abordable. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour réussir dans ces community collèges? J'aimerais d'abord dire que les community collèges ne sont pas difficiles, mais ce n'est pas aussi facile. Je m'explique. Quand vous venez ici, vous devez déjà savoir c'est quoi votre filière. Et les community collèges font ce qu'on appelle les troncs communs. C'est quoi les troncs communs? Les troncs communs, c'est lorsque vous
Par exemple, si je prends un exemple, je prends les ingénieurs. Les ingénieurs ont un tronc commun de 2 ans. Les community collèges donnent ce tronc commun-là. Donc, vous allez faire calculus qui est les maths 1, 2, 3, les sciences 1, 2, 3. Quand je parle de sciences, je parle de physique et chimie. Et ensuite, vous allez faire les arts, la musique, ce qu'on appelle les électives. Les électives, ce sont des classes qui n'ont aucune relation avec votre filière, mais ce sont des classes qui permettent de vous ouvrir, d'ouvrir votre culture générale. Donc, il y aura la musique, l'art, l'histoire et bien d'autres que vous pouvez choisir. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant lorsque vous commencez vos études? Quel plan faut adopter pour avoir des bonnes moyennes? D'abord, je voudrais savoir que aux États-Unis, on n'étudie pas en 2 ans. On n'étudie pas seulement une matière. Et quand on étudie la matière, là, c'est à cause du coefficient de la matière, là, voilà, on a la moyenne. C'est un peu les techniques là qu'on utilise en Afrique, c'est-à-dire que par exemple, les maths ont coefficient 6, la physique coefficient 3, et la science naturelle coefficient 3. On étudie que ces 3 matières là, et parce qu'on a étudié ces 3 matières là, on néglige le reste et le plus souvent on a la moyenne. Cette méthode ne peut pas être appliquée aux États-Unis. Vous devez étudier tout. Et aussi, vous devez savoir une chose. Lorsque vous faites des études scientifiques, il y a une demande pour les étrangers qui est différente de ceux qui sont pour les Américains. Lorsque vous allez finir votre tronc commun de 2 ans et que vous voulez maintenant entrer dans l'école d'ingénierie ou bien dans l'école d'architecture, on va vous demander une certaine note. Et le plus souvent, cette note-là, c'est 3.0. Et pour les Américains, on demande 2.0. Aux États-Unis, les notes ne sont pas comme en Afrique chez nous ou bien en Europe. Ils sont notés A, B, C, D. Donc A, on va dire, c'est l'équivalent de 20 sur 20. B, c'est l'équivalent de 16, 17 sur 20. C, c'est 10, 11 sur 20. D, c'est 10. D, je ne conseille pas, je conseille personne d'avoir D parce que D, c'est vraiment mauvais. Et F, c'est comme vous avez fait, c'est lorsque vous avez échoué la classe. Donc, je conseille à nos étudiants de se focaliser sur A et B. Vraiment, parce que lorsque vous vous focalisez sur A et B, vous avez des plus grandes chances d'avoir au moins une moyenne de 3 à 3.5. Et parce que vous avez 3 à 3.5, ces moyennes-là vont vous permettre d'avoir les bourses et vont vous permettre de vous inscrire plus facilement dans des grandes universités. Maintenant, si vous avez D et C, ce sera un peu compliqué. Vous allez vous retrouver autour de 2.1, 2.2, ce qui est la note passable. Et parce que vous avez 2.1, 2.2, ce sera difficile pour vous de vous faire accepter dans des écoles scientifiques, dans les universités scientifiques. Ce sera difficile pour vous d'avoir des bourses. Donc, c'est pourquoi il est très important de travailler toutes les matières. Une autre chose, chaque semestre, parce que vous êtes un F1 qui veut dire étudiant international, vous devez prendre au moins, 4 classes, l'équivalence de 12 crédits. 12 crédits parce que chaque classe représente un certain nombre de crédits. Nous, chez nous, on dit coefficient, ici on dit crédit. Par exemple, les maths c'est 3 crédits. Physique, c'est 3 crédits. Toutes les matières qui sont en relation à votre filière auront plus de crédits. Et le reste auront 2, 3 crédits. Et plus vous avez de bons moyens sur toutes ces matières-là, plus vous en sortirez. Donc, dans la majeure partie du temps, vous devez prendre, si vous faites un mélange des classes qui sont demandées dans votre filière et des classes d'histoire, de culture générale, vous aurez besoin de 4 classes. Donc, on va dire 2 classes de votre filière et 2 classes de culture générale. Et avec ces 4 classes-là, il va falloir étudier, il va falloir mettre le paquet. Quoi d'autre? Là, je vais juste vite par rapport à tout ce qui vous attend une fois que vous serez ici aux États-Unis, durant votre année scolaire. Voilà, il va vous falloir vous préparer de l'argent pour vos livres. Parce qu'il y a certains livres qui viennent avec un code. Et le code là vous permet de faire vos devoirs
à la maison, vos devoirs sur l'ordinateur. Ces devoirs ne sont pas à négliger. En Afrique, on néglige les devoirs de maison. Ici, on ne peut pas négliger les devoirs de maison parce que ces devoirs de maison ont, je crois, 20 à 30% de votre moyenne totale en fait. Donc, le devoir de maison, très important à faire, il faut les finir. Et lorsque vous faites les devoirs de maison, vous avez plus de chances de gagner votre examen dans la salle de classe. Et vos examens, en parlant d'examens, les examens, il y en a 3 ou 4. Il y en a 3 que vous allez faire en classe et un qui va résumer tout ce que vous avez appris durant le semestre. Il est très important que vous ayez la moyenne dans chaque examen. Parce que l'examen final ne sera que le résumé des examens que vous avez passés. Et les examens que vous aurez passés sera juste les exercices qui ont été mis dans le devoir de maison. Donc, il va falloir que lorsqu'on vous donne des devoirs de maison, vous le faites du premier au dernier, sans tricher, sans trier les exercices. Je sais que c'est difficile parce que au pays, on a une différente manière de faire les choses. Il suffit juste de voir, on choisit d'abord, on choisit les devoirs de maison, ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire. Et souvent, les devoirs de maison n'ont pas un impact vraiment sur notre note. Ici, c'est différent. Comme j'ai dit, votre devoir de maison a un impact sur votre note. Donc, il est très difficile pour vous de vous faire un A si vous ne faites pas vos devoirs de maison. Parce que si vous ne faites pas vos devoirs de maison, vous avez déjà un C. Voilà, vous avez déjà un C. Parce que C, c'est 70. Comme on a dit, le devoir de maison, c'est 30%. Donc, si vous enlevez 30% de la moyenne, vous avez 70%. 70%, c'est C. Pour avoir un B, il faut au moins avoir 80-85%. Pour avoir un A, il faut avoir 100%. Donc, il est très important que vous puissiez faire vos devoirs de maison. Et vous devez le faire à temps. Et aussi, on a un problème parce qu'il y a certains étudiants qui ne sont pas organisés à la maison. Ils ne savent pas comment faire, comment structurer leur temps. C'est aussi un problème qu'on va adresser au fil de nos vidéos. Mais le conseil que je peux donner maintenant, c'est quoi? C'est il vous faut prendre un bloc de temps. C'est-à-dire que si vous avez cours de 7h à 13h ou de 8h à 15h, vous rentrez à la maison, vous vous reposez de 16h à 17h. De 17h à 18h, je ne sais pas ce que vous allez faire, vous parlez à votre famille, à vos amis. Et de 18h à 22h, vous ne faites que vos devoirs de maison. Sans distraction, sans téléphone, sans rien. Une fois que vous faites ça, vous allez vous en sortir parce que vous allez au moins dépenser 4 heures de temps par jour sur vos devoirs de maison. Et ça va vous garantir de bonnes moyennes. Et durant le week-end, c'est là où il faut maximiser. Comme je dis, vous faites 4 heures de temps durant les jours de la semaine, mais durant le week-end, il va falloir monter jusqu'à 8 heures de temps. C'est-à-dire que si le week-end, vous mangez, vous restez à la maison jusqu'à 12h, 13h. Et je conseille de faire vos devoirs dans la bibliothèque. Parce que vous serez toujours entouré de cet esprit d'école qui va vous pousser à étudier. Et les bibliothèques à l'école est grande, votre bibliothèque sera aussi grande, utilisez la bibliothèque. Et souvent dans les bibliothèques là, vous avez des aides. C'est-à-dire que si vous avez un problème en physique, il y a quelqu'un qui comprend la physique qui va vous aider. Donc c'est mieux d'aller faire, je prends toujours le week-end d'aller faire pour faire mes exercices de maison à la bibliothèque. Vous pouvez aussi trouver d'autres concepts de classe qui vont faire la même chose. Et vous partez là-bas, et une fois que vous faites ça, vous passez de 13h à 19h le samedi, de 13h à 19h ou de 13h à 20h. Mais ça dépend parce qu'il y a certaines bibliothèques qui ferment le samedi à 17h. Donc je dirais que c'est mieux de commencer le matin. Le matin, vous vous réveillez, peut-être vous commencez à étudier de 10h à 17h ou de 9h à 17h. Et là, vous allez revoir tout ce que vous avez appris durant la semaine et vous allez pouvoir avoir une compréhension de l'ensemble des notions que vous avez appris. Une fois que vous faites ça, vous serez en voie d'avoir des bonnes notes et vous serez en voie d'avoir une bourse et pourquoi pas de transférer dans une bonne école. C'était un peu ce que je voulais parler aujourd'hui. J'espère vous revoir bientôt.
pour plus d'astuces sur étudier aux États-Unis. Allez, à bientôt.